Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. L'appel de Cthulhu, les bonnes vieilles premières éditions. Présentation de cet univers créé par H.P. Lovecraft avec les étrangetés, les casseroles et les horreurs cosmiques. Publication initiale en janvier 2015 avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Ja, Cthulhu Fatagen. Ia. Cthulhu Fatagen, Oui. chers amis. Et oui, nous voilà ici d'enfermés dans une cave glauque, certainement par des cultistes d'un grand ancien, afin d'y être sacrifiés. Mais comme on a un peu de temps devant nous, on disait qu'on allait, chose promise, chose due, on va vous parler de Cthulhu. Alors je précise juste, si vous entendez une espèce de bruit, une espèce de bruit de frigo, c'est le frigo du grand ancien qui fait un bruit incommensurable. Voilà. Et si vous entendez des sortes de bruits bizarres, c'est la grande chaudière du grand ancien. C'est la chaudière du grand ancien. Voilà. Mais donc oui, on vous l'avait promis déjà depuis un certain temps, on va faire notre émission sur nos aventures de jeux de rôle dans Cthulhu, le monde de Cthulhu, l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, jeu de rôle que nous n'avons pas ici. Oui, que nous n'avons, mais qui va sûrement apparaître à l'écran comme par magie. Ouh, comme c'est bien fait. Ben oui, dans un premier temps, oui, j'ai des notes, je vais un peu méfier. Présenter qui est, enfin, on va pas. Mais qui est Cthulhu? Qui est Cthulhu déjà? Non, d'abord, il faut qu'on parle de l'élixir du jour. L'élixir du jour, oui, qui est pour le coup un espèce d'absinthe. Oui, c'est des ailes de libellule. C'est très artisanal, donc on n'est pas certain de ce qu'il y a dedans, mais je crois que c'est bien dans l'ambiance 1888. Il est marqué sur l'étiquette que c'est un puissant aphrodisiaque. Ok, nickel. Voilà. Je crois que ça va nous aider par rapport au... C'est par l'apothicaire magique, mais nous connaissons l'apothicaire magique. Ben oui, mais donc, qu'est-ce que l'appel de Cthulhu? Donc c'est un jeu de rôle tiré d'une série, de romans, de poèmes. De romans, oui, enfin de poèmes, qui datent du début du XXe siècle. J'ai failli dire du début du siècle, mais nous ne sommes plus au XXe siècle, hélas. Et oui. Et ça sent fort. Ça sent l'anisette. Ça sent l'anisette. Déjà, santé. Bah, ta bonne santé. Espérons qu'on survive à cet élixir. Espérons. Ouh. Ouais. Donc, ce sont des romans écrits par H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, qui était donc une personne très intéressante. Sur certains points, il était intéressant, ça je maintiendrai. C'est un personnage passionnant. Si ce n'est qu'il était antisémite, raciste. Plus antisémite, je pense pas. Si, il était antisémite. Ah bon? Moi, je croyais que c'était sa vindicte n'allait que contre les Afro-Américains. Mais bon. Et il était aussi très très contre le métissage, et c'est quelque chose qui se retrouve dans ses romans. On en parlera un petit peu. Mais on peut pas résumer le personnage à ça. Non. Il a créé. C'est l'un des rares écrivains à avoir créé un mythe moderne à 90% original. 89% original. Ouais, c'était un personnage H.P. Lovecraft. Donc, il était américain, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Il a vécu à New York. À New York. Principalement. Très mal dans sa peau, vraiment l'écrivain torturé comme ça. Maladif de naissance. Maladif de naissance, il est mort à 45 ans. Il est mort jeune, il est mort en 1937. Et il devait avoir peut-être moins de 40 ans, je ne sais plus très bien. Mais donc, entre-temps, effectivement, il a écrit tout ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, qui est en fait son univers à lui, qui est plus ou moins contemporain de son époque, qui décrit en fait des humains qui sont complètement dépassés par des extraterrestres si puissants qu'en fait on peut les considérer comme des dieux, et ces dieux convoitent, font des guerres les uns entre les autres, et convoitent entre autres la Terre, qui est un peu un Eldorado pour eux. Voilà, donc en gros il y a les grands anciens, et des créatures extradimensionnelles ou extraterrestres, il y a un petit peu de tout. Et les grands anciens, oui, ce sont des dieux, mais pas vraiment dans le sens mythologique du terme dieu, ce sont des êtres surpuissants, pour qui on est des fourmis. Voilà, c'est vraiment, ils sont pour l'homme ce que la fourmi est pour l'homme. Ça ne veut rien dire. Oui, non, parce que les grands anciens sont pour l'homme ce que l'homme est pour la fourmi. Voilà, exactement. Et donc les êtres humains qui parfois lèvent un peu le voile sur les terribles secrets des grands anciens, commencent à voir la vérité qui est cachée et deviennent le plus souvent fous. C'est un peu le thème. Le thème, c'est vraiment la folie.
Et au passage, est-ce qu'on vous conseille de lire H.P. Lovecraft? Oui, mais si vous n'êtes pas habitué à lire des anciens romans, du début du siècle ou même du Edgar Allan Poe, il était très inspiré par Edgar Allan Poe. Pour certains, ça peut avoir mal vieilli. Et il y a certains de ces romans que même moi j'ai du mal parce que c'est très descriptif. Oui, mais c'est des romans qui ont plus de... non, qui n'ont pas plus de 100 ans, mais c'est un peu difficile à lire. Et tu dis, est-ce qu'on vous conseille de les lire? Moi, ça dépend. Parce qu'on va revenir sur le jeu de rôle, et je dirais, le maître de jeu, oui, ce serait bien qu'il les lise, enfin, quoique, mais c'est toujours mieux quand les joueurs ont la surprise et ne savent pas à quoi s'attendre. C'est un des points de mon super carnet. Voilà. Nous, quand on a commencé, Cthulhu, c'est un de nos premiers jeux de rôle. Et quand on a commencé, on ne connaissait pas du tout H.P. Lovecraft, qui est devenu très, très connu. Surtout maintenant, bon, il a toujours été assez connu, c'est un des auteurs de science-fiction. C'est un auteur de niche, comme ça. Mais il est surtout connu maintenant grâce à Internet, et parce que depuis 2007, il est libre de droit. Donc tout le monde s'en donne à cœur joie pour faire des films, des romans, des trucs, voilà. Tout et n'importe quoi. Des jeux vidéo. Voilà. Et oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de bons jeux vidéo. On va pas commencer à partir là. Mais donc, il y a le jeu de rôle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, Call of Cthulhu. D'ailleurs, le nom Cthulhu, il est... En théorie, on ne peut pas le prononcer parce que c'est un nom extraterrestre imprononçable. Il vous faudrait 2 langues et 3 pharynx pour prononcer. Mais soit on prononce Cthulhu, ou Cthulhu, ou Cthulhu. Le terme plus ou moins officiel, c'est Cthulhu. C'est Cthulhu. 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 Et comment s'appelle la femme à Cthulhu? Enculu. Enculu. Voilà. Et donc, juste quelques noms comme ça, des grands anciens, par exemple Cthulhu. En fait, Cthulhu n'est même pas forcément le plus puissant. Non, oui. C'est le plus connu. Qui est donc un démon, un espèce de dieu de la mer. C'est très difficile de juger la puissance des grands anciens, parce que ils sont soit endormis depuis des milliers d'années, soit... Dans les vieux bouquins de Cthulhu, tu avais leur carac. Ce qui est complètement stupide, parce qu'en gros, je me souviens parfaitement de la carac d'attaque de Cthulhu, c'est il tue un des 4 joueurs par tour. Miam, 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 miam. Il les bouffe comme des cacahuètes. Sans oublier que rencontrer Cthulhu te rend fou. On reviendra sur les points de folie après, mais sinon il y a aussi Shub-Niggurath que j'adore, le bouc noir aux 1000 chevreaux. Ouais, Shub-Niggurath, Nyarlathotep, le pharaon noir. Le messager aux 1000 visages. Il y a Yog-Sothoth, en fait, Yog-Sothoth, par exemple, c'est typiquement... les grands anciens n'ont pas forcément une apparence compréhensible, et Yog-Sothoth, c'est une série de boules qui flottent et qui est en gravitation au-dessus de la Terre. Mais oui, on ne va pas tous les énumérer. Il y a Yig, il y a Itakwa. Shubelnei. C'est l'espèce d'éléphant, ça? Ouais, je pense. Ouais. Je sais plus. Non, c'est Shognarfog. Shognarfog, ça c'est l'éléphant, et Shubelnei, je sais plus. Ouais. Et en fait, là on est en train de tous les citer, mais le mieux c'est que les joueurs ne sachent rien de cet univers. Ça, c'est là que c'est le plus drôle, parce que quand un joueur connaît très bien l'univers, il arrive très vite à deviner « Ah tiens, ok, on a vu tel truc, donc c'est certainement lié à tel grand ancien. » Oui, ça gâche pas mal la surprise, parce que c'est ça qui est génial dans l'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle, c'est que le maître de jeu a entre ses mains tous les ingrédients pour faire des aventures d'horreur, mais de l'horreur un peu soft, comme ça, on va dire. Déjà, c'est un truc pas combat du tout. Oui, c'est un jeu dans lequel les personnages joueurs sont très rarement armés, parce que les personnages joueurs jouent je ne veux pas dire monsieur tout le monde, mais genre le mec qui tient la bibliothèque, un journaliste, un flic. Alors peut-être que le flic aura une arme de service, mais les autres n'auront pas d'arme. Et donc, au début, en tout cas. Après ils vont s'armer. Oui, voilà. Une fois qu'ils comprendront dans quel monde terrifiant ils vont s'armer, ils vont se rendre compte que leurs armes ne marchent pas contre ces monstres. Mais la plupart des monstres, en fait, sont beaucoup trop puissants que pour être vaincus par un groupe de joueurs. Ouais. C'est le principe. Le bestiaire de Donjons Dragons, pourquoi je dis ça? Le bestiaire de Cthulhu, il y a très peu d'ennemis contre lesquels les joueurs vont pouvoir se battre. Ah oui, c'est tout à fait. La plupart du temps... le but, c'est d'empêcher qu'ils reviennent. Voilà, empêcher qu'ils reviennent, et donc les joueurs vont devoir découvrir les moyens, je dirais, magiques, paranormaux, entre guillemets, qui vont leur permettre d'empêcher le retour de ces créatures surpuissantes, qui, si jamais elles reviennent, c'est la fin du monde. Voilà.
Au fait, système de jeu très basique. Enfin, ça dépend évidemment à quelle version vous jouez, mais le Cthulhu de base sur lequel les vieux de la vieille comme nous avons joué, c'est le système des 100, super basique. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime pas ces systèmes, je dois avouer. Compétence avec un pourcentage, tu lances 2 des 10, un qui fait les dizaines, un qui fait les unités, c'est ça. Voilà. Je sais qu'il y a de nouveaux systèmes qui sont probablement très bien. Il y a entre le D20. Ouais, ça c'est un peu débile. Ouah, je suis bibliothécaire niveau 15. Voilà, ça j'aime pas. Ça j'aime pas l'idée. Mais que j'ai jamais essayé, donc je peux pas vraiment dire. Mais il y a le système de la santé mentale qu'on doit aborder. Ça, c'est la santé mentale, c'est un petit peu la marque de fabrique des jeux de rôle Cthulhu. Je te laisse parler de la santé mentale. Oui, donc tu es censé dire, mais non François, vas-y. En plus de ces points de vie, on a ces points de santé mentale. Et en gros, tu peux mourir si tu n'as plus de points de vie. Et tu peux, pas vraiment mourir, mais abandonner ton personnage si tu n'as plus de points de santé mentale. Parce que à chaque fois que tu rencontres des monstres, tu vas devoir faire des jets de santé mentale. Et quand tu le réussis, tu vas perdre un certain nombre de points. Et quand tu le rates, tu vas perdre encore plus de points. Ouais. Par exemple, ta santé mentale pour quelqu'un de très bien va être de l'ordre de 60. Tu rencontres Cthulhu, tu perds un des 100 points. Mais il faut même pas aller aussi loin que ça. Il suffit de rencontrer genre une créature un peu dégueulasse et on fait le jet de santé mentale. Enfin, je sais plus très bien comment marche le jet, mais c'est en dessous de ta santé mentale actuelle. Il faut essayer de le rater parce qu'alors tu ne comprends pas. Non, en fait, c'est un système que j'aimais pas beaucoup où en fait, quand tu réussissais ton jet de perception, tu te rendais compte de ce qui arrivait, donc tu perdais la santé mentale. Et tu te rendais compte de la nature surnaturelle. Ouais. C'est-à-dire que si on ratait son jet, le personnage disait « Oh putain, j'ai eu super peur, mais ça peut pas être un monstre quand même. » Il rationalisait. Voilà, ça doit être un chien malade ou quoi. Alors que quand on réussissait son jet de perception, on disait « Putain, j'ai vu un truc surnaturel. Voilà. » Et du coup, on perdait beaucoup plus. Réussir son jet était plus pénalisant. Voilà. Heureux les simples d'esprit. Heureux les simples d'esprit. Mais moi, je trouvais que c'était un bon système. Le problème, c'est que quand tu réussir un jet te donne des malus, ça fait vraiment bizarre pour les joueurs. Mais les joueurs ne comprennent pas. Alors, il y a 3 périodes, du moins le Cthulhu auquel on jouait à l'époque. Il y avait 3 périodes sur lesquelles tu peux jouer. Il y avait 1890, qui est très sympa parce que c'était une ambiance... Londres, 1890, c'est un supplément très sympa parce que c'était une ambiance Jack l'Éventreur. Victorienne, quoi. Victorienne, 1888, c'est pas... Tout le monde a pensé à mettre que Jack l'Éventreur, c'est lié au mythe de Cthulhu. Tu avais 1930 pour jouer en fait, de manière contemporaine aux romans, vu que les romans ont été écrits pendant les années 20 et 30. L'entre-deux-guerres est une chouette période pour faire des jeux de rôle. Il y a plein de trucs intéressants qui se mettent forcément juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et donc, il y avait, maintenant je suppose que ça a changé, mais il y avait 1990. Et je dois avouer que jouer l'appel de Cthulhu en 2015, que le jeu se passe en 2015, ça apporte quelques questions parce que les recherches sont très importantes dans Cthulhu. Et ici, se dire que tu as accès à presque tout par ordinateur et qu'en fait, il y a certainement des complotistes sur Internet qui parlent du mythe de Cthulhu. Je sais pas, moi j'aurais réglé l'histoire en disant non, voilà, ce sont des informations qu'on ne peut trouver qu'en bibliothèque, tu vois, parce que genre effectivement, si tu googles Rapnotech, ah oui tiens, c'est un vieux dieu ancien. Ils le font dans Ghostbusters, ça. Ils le font dans Ghostbusters, c'est vrai, mais je ne sais pas, Moi, ma période préférée, ça reste quand même 1930. 1930 est très chouette. Moi, j'aime quand même beaucoup 1890. Mais c'est un peu spécial. Alors, on a parlé... j'ai noté trouver objet caché. La compétence, c'est la compétence TOC. Trouver objet caché, c'est la compétence que tu utilises tout le temps dans Cthulhu. J'y pensais depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y avait pas un magazine de jeux de rôle qui s'appelait TOC? Ou un site je crois qu'il devait y avoir un site. Il s'appelle Trouver objet caché, tellement cette compétence est mythique. Voilà. Et nous, on l'appelait la compétence farfouille. Oui, écoute. Nous, on avait rebaptisé ça farfouille. Voilà. Et donc, je propose il y a plusieurs variantes de Cthulhu sur lesquelles on va pas revenir. On va commencer sur nos parties avec Mathieu, qui sont très intéressantes, je pense. Très mortelles, oui. Ouais. On va commencer par la partie du groupe qui, dans les meilleurs des cas, le joueur est mort. Non mais je t'en prie, vas-y, commence. Alors, nous étions un groupe de 3. Il y avait nous 2. Et il y avait Manu, qui était donc une fille qui jouait avec nous. Et
on devait enquêter sur un asile psychiatrique. Donc ça commence toujours très bien quand on est dans un asile. Moi, mon personnage était un détective privé, si je me souviens bien. Je me souviens plus du tout ce que je jouais, je l'avoue. Mais toi, tu jouais pas déjà une espèce de cultiste à la con? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non, c'est le suivant qui t'a fait quelque chose de mal. Oui, je m'en souviens très bien. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans cette partie, c'est qu'on enquête dans cet asile et on trouve qu'en effet, en dessous de l'asile, en fait, c'est un asile qui était en bord de falaise, et en dessous de l'asile, il y avait des grottes reliées à la falaise, et en fait, les médecins, et j'arrête pas de dire en fait, les médecins donnaient des malades au profond. Et donc, les profonds, ce sont les deep ones en anglais, ils ont traduit ça par profond. Mais les deep ones, enfin, les profonds, c'est une bonne traduction de The Deep Ones. Ouais, voilà. Je pense. Qui sont donc les hommes-poissons qui sont vraiment au service de Cthulhu. Ce sont un petit peu les élus. C'est le peuple de Cthulhu. C'est le peuple élu de Cthulhu. Hein. Voilà. Nous, on a les juifs, mais eux, ils ont les profonds. Voilà. On peut dire ça comme ça. Si ce n'est que les profonds, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils se reproduisent avec les humains pour faire des métis. Parce que donc, c'était le côté... Lovecraft n'aimait pas le métissage, et il représente ça par quelque chose de monstrueux. Tout à fait. Et donc ça donnait des espèces d'hommes à moitié poissons, des gens bizarroïdes avec des yeux exorbités. Voilà. Ça se retrouve surtout dans le roman Le Cauchemar d'Innsmouth, qui a qui a deux versions pas trop mal qui sont au cinéma, qui sont Dagon et le film s'appelant Cthulhu, que j'ai fait dans les avenues du cinéma, allez voir ça. Ta promotion. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément dans le mythe de base, mais Mathieu avait vraiment tourné ça, les profonds, ils violent les gens. Voilà, ils ont des gros cailloux et tu te fais enculer par un gros homme poisson. Après, tu te fais enculer par un homme poisson, tu te transformes en poisson. Ça, c'est pas vraiment dans le mythe de base, mais c'est comme ça que Mathieu le jouait. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans ces cavernes et on commence à combattre des hommes poissons. Alors, à la base, ils sont de taille humaine. Ils sont pas forcément de stature imposante, mais ils sont très forts. Ils sont très Ils sont très forts. Un peu comme des gorilles, quoi. Voilà. Et juste avec leurs griffes, ils sont très balèzes. Ils sont pas aussi grands que des gorilles, hein. Mais dans mon souvenir, c'est parce qu'ils sont trapus, mais ils sont quand même grands et profonds. C'est assez variable. Quoi qu'il en soit. Le truc, c'est qu'on commence à les combattre et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Et il commence à en venir plein. Je sais pas comment Mathieu avait géré le truc. Je crois que j'avais Oh mon Dieu, c'était mon personnage avec le nerf de bœuf. J'avais un nerf de bœuf. Alors si vous voyez pas ce que c'est un nerf de bœuf, c'est une espèce de baguette faite en nerf de bœuf. Comme les trucs qu'on donne aux chiens, en fait, à ronger. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'à l'époque, les taverniers avaient en dessous de leur bar pour chasser les poivrons. Et les matons. Et moi, je suis obligé d'essayer de tuer des hommes poissons géants avec ça. Pac, 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 pac. Et ça n'a pas marché. Alors, très vite, 3 choses se sont enchaînées concernant nos 3 personnages. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis mort. Et je précise, j'ai eu de la chance. Je suis mort sous les griffes des hommes poissons, des profonds. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que vous deux vous êtes fait capturer. Tous les deux, vous êtes fait capturer, ils vous ont attaché à une pierre et ils vous ont violé tous les deux. Jet de santé mentale. Manu, elle le rate. Elle perd 1 des 100 points de santé mentale, elle devient folle. Toi, tu réussis. Oui, en gros, il faut always look at the bright side of life. Hein. Mon personnage venait de se faire trombiner par les hommes poissons, mais ça va. Et donc, tu commences à te transformer en homme poisson. Et je me souviens, Mathieu, il te regarde et il dit « Maintenant, vous êtes l'un des nôtres ». Oui, et je me suis suicidé, mais je n'arrive pas à me souvenir comment je me suis suicidé. T'avais un pistolet. J'avais un pistolet. T'avais un pistolet, ou alors tu as piqué le pistolet de mon pistolet, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais pour moi, c'était très logique. C'était jouer mon personnage jusqu'au bout. Je ne voulais pas devenir un monstre. Je ne voulais pas être l'un des leurs. Et donc, au revoir le perso. Alors que respirer sous l'eau, c'est tellement cool. Merci quoi pour devenir le serviteur de Cthulhu. Ouais, c'est cool, il est sympa, Cthulhu. Bientôt, on le servira tous de toute façon. Et donc voilà, super partie. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu tout le groupe entier se faire tuer. Des wipes comme ça, je ne me souviens pas en avoir vu beaucoup. Alors il y a une autre partie de Mathieu où on a rejoué à Cthulhu. Et je ne sais plus pourquoi, à ce moment-là, il y avait juste nous deux. Il me semble que dans le groupe, on devait être 3 ou 4, mais ici... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était mort ou si on a fait la partie, tout le monde n'est pas venu et on a joué tous les deux.
Et alors là, et là je jouais un journaliste. Tu jouais un journaliste, et moi, mon Plutôt, personnage... allez, à l'aventure. Genre Tintin. Oui, en fait, c'était... La suite va beaucoup vous faire rire. Alors, mon personnage, il était très particulier, parce que dans Cthulhu, tu peux choisir de perdre des points de santé mentale pour faire des choses très cool. C'est-à-dire, quand tu trouves des livres anciens, qui parlent des grands anciens et de leurs rituels, tu peux avoir des points dans la compétence mythe de Cthulhu, dans laquelle tu ne peux pas mettre de points, sauf si tu trouves les bouquins, et tu peux gagner des sorts. Et les sorts, ils sont très bourrins, mais très dangereux. Et ils sont très variables. T'en as des très cool, et c'est souvent invoquer des créatures. Et je me souviens, entre autres, et donc mon personnage, il cumulait les sorts. Il cumulait les bouquins, et je les lisais, et je perdais des points de santé mentale, je devenais de plus en plus fou, mais j'avais plein de sorts. Et je me souviens que j'avais entre autres le sort invoquer des profonds. Ouais. Et, enfin, convoquer, je les appelais. Et à un moment, on a fait une partie où on avait capturé le méchant de l'histoire, et il me semble que c'était une partie où il n'y avait pas de surnaturel. Et il y avait juste un type qui c'était juste un connard. Ouais. Et on l'avait capturé, et j'ai dit, ok, pas de problème, je m'en occupe. Et je pars avec en voiture, je vais au bord de mer, je fais mon sort, j'invoque des profonds, et je leur dis, écoutez, je n'ai rien à vous demander, mais je vous donne ça en cadeau. Et je donnais le type qui était attaché, qui était... Et nous, pendant ce temps-là, j'étais, parce qu'il faisait ça avec Mathieu sur le côté, moi j'étais là genre, j'espère que je vais avoir un bon scoop. Mais donc, mon personnage n'était pas gentil du tout. Mais je te fais confiance en plus. Voilà. C'est l'horreur. Et donc, il est arrivé à un point où deux choses importantes m'ont fait complètement dérailler. De un, j'avais presque plus de points de santé mentale. Et de deux, j'étais complètement sous. Moi, le joueur. Et moi aussi. Hein. J'étais complètement sous. Et donc, on a fait une partie qui était sur Shub-Niggurath. Et il y avait toute une famille qui était en fait des espèces d'enfants de Shub-Niggurath. Et je me souviens, il y avait une fille qui était en chaise roulante parce qu'elle avait des jambes de bouc. Ouais. Et donc, notre but, c'était les empêcher de faire apparaître Shub-Niggurath. De faire revenir le dieu. Ouais. Voilà. Et à un moment, je me dis, j'ai une super idée. Je vais faire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas du tout, ça va être génial. Ce que je fais, c'est que je dis, bon, écoute, on était en train d'enquêter, c'était dans les bayous, c'était en Louisiane. En Louisiane. Et je dis, écoute, Nurgle, tu fais quoi que je fasse, tu me suis. J'ai une super idée. Et il était tellement, tu vois, il avait passé tellement de temps avec le maître de jeu, je savais qu'il avait étudié la magie, et donc je lui disais, ouais, ok, ce mec-là, il sait ce qu'il fait, je vais donc le suivre, et puis comme ça, j'aurai mon scoop. Et donc, croyez bien que je l'ai eu, mon scoop. On peut dire ça. Et donc, je dis, ok, on arrête notre enquête, on va voir ceux qu'on sait maintenant qui sont les méchants. On va les voir. Et je lui dis, prépare-toi, hein, tu me suis dans l'idée. Et je commence à dire, ok, on sait tout ça. Et il y a telle personne qui veulent vous contrer, qui veulent vous empêcher de faire ça. Alors je sais que vous ne me faites pas confiance, mais j'ai une solution pour que vous me fassiez confiance. Je tire dans la jambe de Nurgle. Je tire dans le genou. Et je dis, je vous offre cet homme en sacrifice. Le maître de jeu, Hilar, accepte le truc. Non, il n'était pas content parce que je gâchais son scénario. Je me mettais du côté des méchants. On n'est pas censé faire ça. Quant à moi, j'étais très content de mon personnage jusqu'à ce moment-là. Mais bon. J'étais sous, désolé. Et donc, je le donne en sacrifice. Sur le moment, je me suis quand même dit, ça doit faire partie du plan. Oui, j'avais précisé que je t'attirais dans le genou. Hein. Tu marchais plus. Hein. Et donc, le maître jeu est pas très content et ça a été assez vite expédié. Et là, il commence à se dire, ok, il dit, voilà, moi j'ai des pattes de bouc. Notre but c'est de faire revenir Shub-Niggurath. Voilà notre plan. Et si vous ne l'empêchez pas, rien ne l'empêchera. On dit ok. Et moi je dis ok, c'est parti. Et donc ils ont fait un super rituel. Et il y a Shub-Niggurath et Mathieu nous dit, donc vous voyez un portail qui s'ouvre et je te pousse devant. Alors, le bouc comme il chevrons. Il y a une tentacule qui l'attrape. Et puis il me dit, bon, il y a plein de tentacules qui sortent et qui vous attrapent tous. Et vous êtes tous mangés par Shub-Niggurath. Bravo Gilus. Super aventure. Quel bon plan. Donc j'ai vraiment foutu l'aventure. Mais donc c'était déjà la deuxième campagne que le maître de jeu essayait de faire et qui foirait à nouveau. Tout le groupe est mort. Un peu à cause de toi. C'est l'un des jeux de rôle où tu peux le plus facilement avoir tout le groupe qui meurt. Parce que du genre, tu vas avoir entre 8 et 12 points de vie. Et un pistolet, c'est un des 10 points de dégâts. Ouais. Voilà. C'est normal, hein, quand tu te prends un pruneau, on joue pas d'espèces marines. On joue pas d'espèces marines, c'est très dangereux. Alors, juste un petit truc. J'avais relancé Cthulhu il y a quelques années à Bruxelles.
avec le groupe actuel, le groupe avec lequel je fais les Donjons et Dragons. Et comme je savais que beaucoup connaissaient très bien le monde de Lovecraft, surtout toi, vu que tu as aussi été maître de jeu de Lovecraft, j'avais décidé d'inventer mes propres grands anciens. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très intéressant en soi, mais j'avais inventé, je ne me souviens plus du nom du grand ancien, mais le principe c'était Machin, les racines de la terre. Et c'était un espèce de dieu celtique qui contrôlait les racines et tout ce qui était les plantes. Insectes en fait surtout. Ah oui, et donc ces adeptes pouvaient se transformer en espèce de nuée de cafards et il y avait des zombies de racines. Oui, mais c'était intéressant parce que voilà, moi-même je savais pas très bien à quoi m'en tenir. Bon, évidemment, je savais que il y avait du surnaturel à tous les coins de rue, mais et c'était pas dans ce jeu de rôle là que je jouais un mec qui vivait dans sa voiture. Si, c'est dans ce jeu. Ouais. Où je jouais un marginal, un mec qui vivait dans sa voiture en fait. Ouais. Mais voilà, on a beaucoup joué à Cthulhu, je ne me souviens pas de toutes les histoires, elles ne sont pas toutes intéressantes, mais il y a des variantes de Cthulhu, il y en a une surtout. Delta Green. Voilà, de Cthulhu Tech, on reviendra à la fin. Delta Green, c'est vachement cool. Delta Green, c'est quoi? C'est de dire, ok, on est début du 21e siècle, ou fin du 20e, on s'en fout. Ça se passe dans les années 90. Ouais, c'est dans les années 90. Il y a des entités extraterrestres, extradimensionnelles. Il y a bien quelqu'un qui doit le savoir au milieu du gouvernement. Et donc, les joueurs sont des Men in Black. Voilà. C'est l'équipe Delta Green. On joue les Delta Green et en fait, on est des agents, les Men in Black. Voilà. On est là pour empêcher le public de savoir qu'il y a des choses surnaturelles à gauche, à droite. Et je me souviens qu'on a fait une partie où il y avait des Migos. J'adore les Migos. Les Migos, ils sont très drôles. Les Migos sont des espèces d'insectes de l'espace qui sont très intelligents et qui vont voler le cerveau des gens. Pour les manger. Pour faire des expériences plutôt. Et alors, je ne sais plus dans quel roman j'ai lu, je crois que c'est ça c'est un des trucs intéressants dans ce qu'a créé Lovecraft, c'est qu'il a dit « après ma mort, continuez ». Et il avait des espèces de pseudo-disciples. Et je crois que c'était dans l'un des écrits d'un de ses disciples où il disait « les Migos, ils ont des ailes, mais ils ont beaucoup de mal à voler sur Terre parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'une atmosphère. Leurs ailes sont faites pour voler et puis la gravité dans l'espace. Est moindre, voilà. Ils viennent de Pluton. En fait, il a inventé les Migos juste au moment où on a découvert l'existence de Pluton. C'était pas dans ce jeu de rôle-là qu'on jouait l'agent Black et l'agent White? Si. Alors donc oui. Toi, tu jouais un Moi, noir. je jouais l'agent White, qui était un grand black filiforme avec un afro. Et moi, je jouais l'agent Black, qui était un enquêteur blanc. Un petit blanc roux avec des moustaches. Voilà. Et il y avait une bonne sœur avec nous. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Et qui, en fait, elle nous dit, voilà, comment vous vous appelez? Je m'appelle Vel, je suis là. Oui, c'était Samantha Veil ou un truc comme ça. Et donc, vous êtes la sœur Vel. Et là, tout le monde rit. Sœur Vel. Sœur Vel. Oui, on buvait beaucoup à ce moment-là. Moins à ce moment-là qu'avant. Mais alors, on n'a jamais fini Delta Green, c'est un peu dommage. Non, c'est dommage, mais Delta Green, c'est super cool, c'est super drôle, et ça permet d'un petit peu renouveler le monde de Cthulhu. Ça change de, oui, vous allez dans une bibliothèque, vous trouvez un grimoire, il y a un méchant type avec une cape noire qui vous poursuit, et puis à la fin, vous avez des mouches géantes qui essaient de vous bouffer, quoi. Bien que dans le genre renouveler Cthulhu, il y a énormément de suppléments one-shot. Donc des one-shots, ce sont des jeux de rôle, tu n'as qu'une aventure, et tu as des personnages imposés, et on t'impose un personnage, et tu dois jouer ce personnage, et t'as qu'une aventure, et ça permet surtout de jouer énormément avec les joueurs en disant, ok, en fait, écoute, toi, depuis le début, t'es le méchant. Voilà ton personnage, ton but, c'est ça. Mais les autres joueurs ne le savent pas. Il n'y a rien à faire, c'est pas pour rien qu'on a conseillé à tout le monde Cthulhu dans notre vidéo comment commencer les jeux de rôle. Il y a une gamme à profusion, quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ouais. Sur le net, on trouve tous les scénarios qu'on veut. Non, ça foisonne. Et les règles sont pas très importantes parce que c'est vraiment un jeu d'ambiance, bien qu'il y ait moyen de rigoler. Ouais. Peut-être petit aparté, il y avait un jeu de rôle qui s'appelait Maléfice. On va pas te raconter. On vous racontera une autre fois. Maléfice. On pourra faire une émission courte juste sur Maléfice. Parce que c'est une espèce de pseudo Cthulhu où tu n'as même pas de système de combat dans Maléfice pour dire à quel point c'est Cthulhu, mais que l'enquête, 100% d'enquête. Et ça n'a pas tourné comme ça. Non, on raconterait une autre fois. Oui, pour une autre fois. C'est très rigolo. Cthulhu Tech. Cthulhu Tech. Ça, c'est Zarbi quand même. C'est très Zarbi. Et je te sens passionné. Moi, je te sens passionné, vas-y. Oui, eh bien, écoute, Cthulhu Tech,
Donc c'est un jeu de rôle qui est sorti il y a combien? Il y a 6 ans, un truc comme ça, je pense. Ouais. Et qui est dans la lignée de certains ouvrages qui sont sortis après que le monde de Cthulhu et l'œuvre de Lovecraft soient devenus libres de droit. Et quand Mathieu, à l'époque, m'a montré ce bouquin, moi j'ai complètement halluciné, j'ai trouvé ça génial. Donc ça se passe dans un futur plus ou moins lointain, je dirais en 2150. Et dans cette histoire, les gens savent, les grands anciens sont revenus sur Terre. Donc il y a des gigantesques créatures poulpeuses et dégueulasses qui détruisent des villes entières. Je ne me trompe pas, hein. J'adore, il y a les tuyaux qui font un bruit d'ambiance. Oui, les tuyaux font un bruit zarbi. Non, t'as raison. Et en fait, donc, l'humanité a décidé de lutter contre ces grands anciens. Et comment? Ben, avec des robots géants. Il faudrait mettre la musique de Pacific Rim, là. Ouais. Et donc, c'est un jeu de rôle qui n'a vraiment plus grand-chose à voir avec le mythe de Cthulhu, qui est très subtil, des jeux d'enquête. Non, tu joues des pilotes de robots géants qui pètent la gueule à des gros monstres. C'est Pacific Rim, le jeu de rôle dans l'univers de Lovecraft. Alors, je me souviens que Mathieu m'avait dit à l'époque, le problème, c'est que, en gros, tu as des passages d'enquête et tu as des passages de combat en robots géants. Et il me disait, voilà, le problème, c'est que pendant les passages d'enquête, les joueurs pilotes de robots géants, ils vont se faire chier. Et l'inverse, pendant les combats, surtout, les enquêteurs vont pas pouvoir participer du tout. Et je lui avais dit, donne plus de points pour qu'on ait les deux. Et c'est ce qu'on avait fait, c'était pas mal. Ouais. Mais je me souviens que j'étais très réfractaire. Et ça n'a pas, vraiment la sauce n'a pas pris. La sauce n'a pas pris. On a fait peut-être une ou deux séances. C'était du Evangelion en fait. Oui. Mais c'est ça, en fait, on combattait des créatures biologiques géantes, c'était Evangelion. Toi, tu n'aimais pas, enfin, tu trouvais que c'était de l'hérésie, il y a de ça. Et moi, ce qui me rebutait un petit peu, c'est que c'était vraiment un jeu de rôle à l'américaine. Hein, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce que j'appelle un jeu de rôle à l'américaine. Les règles étaient très compliquées, très lourdes, très simulationnistes, si je puis dire. Oui. Rien que les robots. C'était super compliqué. Créer son robot, c'était un truc qui pouvait te prendre des jours et des jours, quoi. Et donc. C'était Shadowrun. Un peu du Shadowrun, ouais. Voilà, moi, c'est ça qui m'avait un peu dégoûté. Mais sinon, le principe, moi, je le trouvais excellent. Mais voilà, pas grand-chose à dire de plus. J'ai un dernier conseil, c'est un truc qu'a dit Spoony dans une de ses dernières vidéos. Le mythe de Cthulhu peut venir dans n'importe quel jeu de rôle. Exactement. Et ça, c'est génial. Si vous faites un jeu de rôle, et d'autant plus un jeu de rôle où il n'y a pas de surnaturel, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est encore plus intéressant, rajoutez le mythe de Cthulhu dans votre jeu de rôle, et je fais un petit peu ça dans Donjons et Dragons, si ce n'est que ce sont les flasheurs mentaux qui représentent un peu ça. Ça peut être très sympa. Par exemple, à une époque, on avait un peu joué à Cops, le jeu vidéo Cops, où on joue des flics dans un futur aussi assez proche. Et il n'y a pas surnaturel dans ce jeu. Et ça m'avait frappé quand ce cher Spoony avait dit ça. Ça aurait été très intéressant. Bon, maintenant je suis un peu grillé, vu que je dis ça. Mais masteriser Cops, faire quelques aventures, voir une campagne où il n'y a pas de surnaturel. Et puis placer quelques petites miettes de Cthulhu. Juste histoire que les joueurs se disent « Quoi ? Je ne sais pas. Enfin... » Spoony conseille dans Cyberpunk, parce qu'en plus, là, les gens ont une technologie suffisante pour vraiment combattre les créatures. Ouais, tout à fait. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah, on a un peu fait le tour. Je pense pas qu'on ait beaucoup d'autres histoires croustillantes. Pas qui nous viennent comme ça, sinon on en reparlera. Bah oui, on reviendra là-dessus. Mais bon, ça va, j'ai déjà quand même 2 personnages qui se sont fait violer et happer par des monstres géants. Donc, voilà, oui, c'est normal. Ça va aller. Moi, je m'en sortais bien. Ouais, mais tu jouais toujours un salaud. Je pas toujours un salaud. Sale trémère, là. Voilà, moi, j'ai vidé mon sac. Je sais pas si ce sera pour la prochaine fois, parce qu'il y a peut-être un autre truc entre les deux, mais j'aimerais bien faire un épisode sur Earthdown. Sur Earthdown. On a des nouvelles aventures de Donjons et Dragons à vous conter. Oui, on a eu une partie complètement cataclysmique. Et il y a peut-être bien une vidéo qu'on va faire avec Goldo. Oui! Histoire aucun event avec Goldo. Notre cher Goldo qui a masterisé à une époque. Ouais. Donc, avec nous comme joueurs. Donc, voilà. Sinon, on vous dit à la prochaine, à très bientôt pour un nouveau Histoire au coin du D20. Bye.
Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.